J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce troisième podcast. Aujourd'hui, on va parler de moi. Pourquoi? Parce que je suis une star. Pas du tout narcissique la meuf, mais non, parce que voilà, c'est vrai que souvent quand vous m'envoyez des messages, vous dites Marnella, t'es tout le temps bienveillante, t'es toujours dans l'humour, t'es toujours de bonne humeur, tu me donnes du peps. Et je pense que pour comprendre un peu la Ornella que je suis, il faut un peu comprendre mon parcours, essayer de comprendre par quoi je suis passée et comprendre un peu tout ce cheminement pour essayer de comprendre comment je suis arrivée à la Ornella d'aujourd'hui. Et parce que clairement, je n'ai pas toujours été cette Ornella-là. Donc voilà, je me suis dit, je vais vous parler de moi. Et d'ailleurs, c'est le titre de ce podcast, c'est qui je suis. On va commencer à 6 ans mon histoire. Donc 6 ans, le divorce de mes parents. C'était une période assez compliquée. D'ailleurs, je me souviens quand ma mère me l'a annoncé. Et drama queen, toujours plus comme dans les telenovelas là. Ouais, je me suis roulée par terre. J'étais là, non, 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 non. Laisse tomber. Et c'est vrai que c'était une période assez compliquée. Alors, c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je suis très fière du choix de ma mère parce que je pense que c'était le choix de ma mère. Je suis très, 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 très fière qu'elle ait eu le courage, en tout cas, de chercher l'épanouissement avant tout. Mais c'est vrai que sur le coup, elle m'a annoncé le divorce. Elle m'a aussi annoncé que, voilà, dans la semaine, mon père partait de la maison et que mon beau-père venait. C'est vrai que je l'ai vécu un peu comme je dois faire le deuil de ma famille. En même temps, je dois apprendre à aimer une nouvelle personne. Alors ça, c'est ce que je pensais à l'époque. Aujourd'hui, je suis plus que reconnaissante de l'avoir dans ma vie, mon beau-père. Très sincèrement, il a toujours été présent pour moi. Il me considère comme sa fille. Et pour moi, c'est mon deuxième papa. Et je suis très très reconnaissante et très heureuse de l'avoir dans ma vie. Et je suis très contente du choix finalement que ma mère a fait. Mais sur le coup, quand t'as 6 ans, c'est pas forcément c'est pas forcément la vie que t'as. D'autant plus que voilà, ma mère forcément elle était épanouie, elle était heureuse dans sa nouvelle relation, etc. Et mon père, il était triste. Il l'a pas forcément très bien vécu. Et en tant que petite fille, tu vois ton père triste, mais vraiment très triste. J'ai pris parti pour mon père. C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais je l'ai fait. Il n'y avait pas de solidarité féminine à l'époque. Voilà, j'ai pris parti pour mon père. Et malgré la décision du juge, j'ai fait le choix de rester qu'avec mon père. Et j'ai pas vu ma mère pendant très longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était une période assez compliquée. D'autant plus qu'en fait, ma mère aussi, avec ma petite sœur, on a 7 ans d'écart. Vous doutez bien que j'ai appris sa grossesse. Vu que mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. Je l'ai appris sa grossesse très tôt. Donc en fait, ça a été plein d'émotions. Double peine pour moi, de faire le deuil de ma famille. Je dois gérer une nouvelle famille. Surtout que j'avais l'impression que ma mère m'abandonnait, que j'étais plus sa fille, qu'elle se donnait corps et âme dans dans sa nouvelle relation, dans sa nouvelle famille, et que j'avais pas ma place. Alors que je l'avais. Je l'ai. Mais je pensais que je l'avais pas. Et j'étais très triste et je l'ai vraiment vécu comme un abandon. Un abandon. Et ça a été très compliqué. D'autant plus qu'à côté, avec mon père, on traversait des périodes pas forcément très simples. On n'avait pas de toit. On n'avait pas de pied à terre. Heureusement qu'on a une famille très ouverte et très unie et très solidaire qui nous ont un peu hébergés à gauche, à droite pendant quelques temps, le temps que voilà, mon père puisse trouver un logement. Ce n'était pas facile parce que voilà, c'était pas Crésus, hein, il avait un petit salaire, un petit SMIC. Mais voilà, c'est vrai que ça a été compliqué. Et à côté de ça, j'avais 6 ans. Et à l'école, il fallait pas que je montre à mes copines mes difficultés, que voilà, des fois, j'avais peur de pas savoir forcément où j'allais dormir le soir, etc. Et même pour mon père, du coup, c'était compliqué. Je pense que même pour sa fierté personnelle, vous voyez, il a été pas mal touché. Et du coup, le voir comme ça, pas bien, triste. Moi, ma mission, mon objectif, c'était d'être son rock, son pilier. Je me disais, mon père, il est pas bien. Il est pas bien. Et si moi aussi, je montre que je suis pas bien, que je suis triste, que je baisse les bras, ça va être compliqué. Et c'est là où je me suis dit, non. Il faut que je sois forte. Il faut que je sois que je sois sa force. Et surtout, il faut que je lui apporte le bonheur quotidien qu'il mérite. Et c'est à partir de là, je me suis dit, Orna, il faut que tu sois tout le temps joyeuse, toujours de bonne humeur. Tu dois apporter de la good vibes autour de toi. Parce que c'était vraiment mon objectif et ma mission primordiale. Quand j'étais petite, c'est vrai que cette période-là, ça a vraiment créé un certain noyau avec mon père. Pendant longtemps, du coup, ça a été mon père et moi contre le reste du monde, un peu. Euh, on me dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Mais je me suis créé comme une carapace. Parce que forcément, de montrer toujours que t'es joyeux, c'est pas la vérité. On a toujours des moments de doute et pour le coup, je pense que vous avez compris que j'en vivais pas mal avec mon jeune âge. Mais je voulais pas le montrer. Je ne voulais pas le montrer, c'était primordial. Je ne dois pas montrer que ça ne va pas. Et c'est vrai que quand vous me dites, Ornella, t'es toujours de bonne humeur et tout. Mais dire, qui va pleurer devant une caméra? J'ai une tête de pleureuse, moi? Non! Mais voilà, c'est vrai que je me suis forgé un peu cette carapace, j'ai grandi comme ça. C'est comme ça que mon début de mon enfance, en tout cas, c'est construit. Et du coup, toute mon enfance s'est déroulée comme ça. Mon envie et mon ambition quotidienne, c'était d'être toujours gentille, d'être une enfant sage, d'être studieuse. En fait, je voulais pas décevoir mon père. Comme je vous ai dit, c'était pas forcément très très facile. D'autant plus que, en fait, comme je vous ai dit, hein, la décision du juge avait été que je reste chez ma mère. Mais voyant mes comédies et mes crises à répétition,
toujours plus. Elle a dit, bon, bah tant pis, ils les ont dit, on va pas respecter l'avis du juge, elle reste chez toi. On parle à mon père. Heureusement qu'il avait trouvé, entre-temps, on a trouvé un appartement, un petit HLM, pas très ouf. D'ailleurs, pour vous dire, mon père a dû déménager récemment. Il y est resté pendant plus de 20 ans. Il a déménagé récemment parce que c'était pas du tout entretenu, en fait. Il y a eu voilà, un très gros dégât des eaux. Néanmoins, malgré le fait que c'était pas forcément très bien entretenu, très sain comme logement, comme ça a été un peu notre pied-à-terre, notre repère, un peu mon save home, genre ma maison salvatrice, et je me sentais tellement bien malgré le fait, je veux dire qu'il en était immonde. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il a pu trouver. Mais il a quand même essayé, justement, pour mon bien, de rester dans la même ville où ma mère habitait. Donc j'étais scolarisée toujours dans le secteur de ma mère, parce que la décision du juge était que j'habite chez eux. Et pour pas éveiller, voilà, les soupçons, on sait jamais. Je suis restée scolarisée là-bas. Que, voilà, mon père, c'était pas une période assez facile. Il a trouvé un petit boulot, parce que initialement, mon papa a un doctorat dans la communication. Malgré toutes ses compétences et ses qualifications, il n'arrive même pas à trouver quelque chose qui lui correspondait. Et il s'est dit, j'ai ma fille sous son aile. Et il faut que voilà, je trouve du travail. Donc il a pris le premier travail en tout cas qui lui tombait dessus. C'est des horaires compliqués. Quand tes parents, voilà, ils commencent à 3h du matin, il finissait tôt forcément, mais il était claqué. Mais j'étais petite, donc fallait qu'il vienne me chercher quand même à l'école, etc. Et quand je suis arrivée en CM1, je me suis dit, ok, je vois que mon père il est claqué, il est fatigué. C'est pas grave. Il y avait quand même 25-30 minutes de marche pour aller à mon école. Mais chaque matin, quand mon père partait au travail, il fallait que je sois autonome en fait plus vite que les enfants de mon âge. J'avais 9 ans, mais j'avais pas d'autre choix que de me débrouiller. Donc le matin, vu que mon père commençait à 3h, je me levais le matin, je me préparais toute seule comme une grande. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis, femme forte, parce que dès le plus jeune âge, là, fallait que je me débrouille. Hein. Là, et le soir où il pouvait pas, c'était pareil, il fallait que je me débrouille, que je rentre à la maison, que je prépare mon goûter, que je me prépare moi, que je gère mes devoirs. Mais c'est vrai que quand t'as ce poids de responsabilité à 9 ou 10 ans, tu restes une enfant. Mais voilà, il fallait que j'assume et que j'assure pour mon père. Et aujourd'hui, je suis très fière. Hein. Je suis très fière parce que je pense que c'est ce qui fait aussi ma force de caractère. Si je pouvais faire plein de choses à 9 ou 10 ans, je vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'y arriverais pas. Pendant toute cette période, on a toujours accueilli quand même des personnes à la maison. Et c'est là où je pense que je tiens aussi un peu cette sagesse et cette ouverture d'esprit. Je pense que c'est mon père qui me l'a transmis. Parce que les personnes qu'il a hébergées, ça a été les frères de ma mère. Malgré le divorce, une ancienne amie de ma mère, enfin voilà, malgré le fait qu'on soit nous-mêmes dans la galère, il a toujours accepté de tendre la main à d'autres personnes et d'autres personnes qui étaient issues de son ex-belle-famille. Et ça, je trouvais ça d'autant plus beau. Je me suis dit, mais si mon père il peut pardonner autant de monde, pourquoi est-ce que moi, en fait, moi je suis qui pour en vouloir à qui que ce soit? Vous voyez ce que je veux dire? Bien que si tu me fais chier quand même. Mais voilà, c'est vrai que je grandissais. Et quand je suis arrivée un peu dans l'âge où je commençais à être la préadolescence, etc., il y a eu des doutes, des moments de doute, parce que quand t'es une fille et que t'as par exemple tes premières règles et que ton père te ramène des couches, genre il était à la deux doigts de me ramener des pampers que Emery, je crois que c'est, franchement je pense que c'était des couches, mais pas pour les enfants. Il a fait un effort, il a pris pour les incontinents, pour les personnes âgées là. Mais bref, pour plein de petites choses comme ça, quand t'es une petite fille, t'as besoin d'avoir un peu le repère de ta mère que je n'avais pas forcément, de mon fait, hein. Je lui remets absolument pas la faute dessus, mais ça n'a pas forcément été facile. La sœur de mon père, pardon, elle voyait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément. J'étais une enfant très bien éduquée. Hein. Attention, j'étais très sage, très gentille, très. Mais dans mon développement en tant que femme, c'était pas l'idéal. Mon père, voilà, il m'habillait comme un petit garçon. C'était un petit garçon manqué. Hygiènement parlant, je faisais énormément de sport. Chantais pas bon et tout. Enfin, donc ma tante a un peu alerté ma mère, pardon, en disant voilà, il faut faire quelque chose, il faut que tu reprennes tes ornella. Elle grandit et il faut qu'elle se développe en tant que femme et plus en tant que petite fille. Donc à mes 14 ans, ma mère a décidé de me reprendre. Et je l'ai vécu comme un enlèvement. Ça m'a déchiré le cœur de devoir quitter mon père, sachant qu'il avait rencontré une personne à ce moment-là et je la sentais pas. Et d'ailleurs, je peux pas rentrer tout dans les détails parce que voilà. Cette personne-là, je pense que c'était une personne qui venait du pays. Elle est venue. Mon père lui a aidé à faire toutes les démarches. Ils ont eu un enfant qu'aujourd'hui j'ai un petit frère et je sais qu'il va avoir 16 ans, mais ça fait depuis que c'est 3 ans, 2 ans et demi que je n'ai pas de ses nouvelles. Je sais pas ce qu'il est, je sais pas ce qu'il devient. J'espère qu'il nous en veut pas parce que c'est vraiment pas de notre fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai un petit frère dans la nature. Et ça a été une période assez compliquée pour mon père aussi.
Et j'ai dû l'abandonner au moment où c'était le plus compliqué pour lui. Et je l'ai très mal vécu parce que, comme je pense que vous avez compris, mon noyau, c'était mon père. C'était mon père et moi contre le reste du monde. Et ma mère, elle a décidé à ce moment-là de me reprendre. Et donc oui, je l'ai vécu comme un enlèvement. Après, c'était super parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis rapprochée un peu de ma petite sœur et de mon petit frère qui arrivait après. On a beaucoup d'années d'écart. Donc c'est vrai que sur le coup, je l'ai vu un peu comme de l'enfermement. Je pouvais pas trop sortir. Ma mère, elle est très stricte. Enfin, elle était. Avec le temps, c'est ramolli. Mais voilà, je pouvais pas trop sortir. Fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs parce qu'on a beaucoup d'années d'écart. 7 et 12 ans. Enfin, c'est presque 8 ans et presque 13 ans. Et donc voilà, mon rôle, c'est de m'occuper de mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est super cool parce que ils me les rendent avec mes enfants. Je sais pas si c'est parce que voilà, je me suis occupée d'eux quand j'étais petite, mais en tout cas avec mes enfants ils sont super et je suis reconnaissante d'avoir une sœur et un frère comme ça. Mais voilà, c'était une période compliquée où je me suis rebellée énormément. Du coup au collège, je vous ai dit qu'avant j'étais une petite fille très sage. À l'école, ma seule obsession, ma seule ambition, c'était d'être la première en cours. Je faisais je faisais mes devoirs en rentrant toute seule. Il fallait que je sois la meilleure et tout. Et en quatrième, j'ai une période de rébellion. Une période où voilà, non, je voulais m'affirmer, je vivais un peu mal tout ce qui se passait autour. Puis j'ai perdu ma meilleure amie aussi à ce moment-là, qui depuis qu'on était en primaire, elle avait un cancer récidiviste. Voilà, j'ai perdu ma meilleure amie. Et c'est vrai que j'ai eu ma période de rébellion. Voilà, je voulais plus travailler, je continuais parce que je savais que ma mère allait me chicoter. Mais j'ai quand même eu ma période un petit peu de rébellion. Et puis après, je me suis ressaisie. En troisième, je me suis dit, ouais, non, Ornella, tu dois faire honneur à ton père. Il a pas sacrifié autant pour que toi tu fous tout en l'air. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, non. Ornella, tu prends sur toi, malgré les difficultés. En fait, il n'y a aucune difficulté qui peut t'abattre. C'est là où je me suis vraiment dit ça. Il n'y a aucune difficulté qui peut réellement t'abattre. Aucune. Il y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs et il y a rien qui peut t'empêcher on est des bénévoles, nous? Non. Non, non, non. Et je pense que c'est à partir de là, je me suis dit non. Peu importe tout ce que tu peux traverser, tout ce que tu peux vivre, tout ce que... T'as pas le droit de baisser les bras. Interdit. Donc troisième, je me suis ressaisie et je me suis dit non, j'ai un objectif. C'est un objectif mineur à cette époque-là. Hein. Mais c'était voilà, je voulais aller en seconde générale. Je voulais faire des études générales. Et il fallait que je bosse. Et il fallait que je rentre faire mon père. Et donc voilà, comment un peu s'est terminé mon enfance, parce qu'après je rentrais un peu dans l'adolescence, enfin dans la vraie adolescence, vous savez, 16 ans, 17, 18. Là, je rentre un peu dans la vraie période. Donc voilà, je finis mon adolescence, j'obtiens mon baccalauréat haut la main. Comme je dis, hein, mon seul objectif, c'était d'être la meilleure. Moi, je fais pas les choses pour être naze. Je voulais être parmi les meilleurs. Objectif top 3 minimum. Et encore, top 1. Mais voilà, j'obtiens mon baccalauréat. Gros moment de doute. Je commence un DUT GEA. Voilà, j'y vais parce que je veux pas décevoir mon père, encore une fois, mais gros mon doute. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je suis complètement perdue, mais complètement perdue, et j'arrête mes études. Et là, arrêter mes études, je me suis dit, putain, mais mon père, il doit être tellement déçu de moi. Oh, mais Ornella, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, je peux pas être une glandeuse, rester là, rien faire et tout. Donc je vais quand même trouver du travail, et je rentre chez McDonald's. J'avais 18 ans. Je me dis, bon, déjà que j'ai arrêté mes études, si en plus au McDo je suis juste là pour faire mes Big Mac et que vas-y, ça me sert à rien du tout. Non, j'ai dit, j'ai un objectif, je rentre chez McDo, je vais évoluer chez McDo. Donc là, je commence très rapidement. Je rentre dans un processus d'évolution parce que vous avez compris, hein, moi quand je fais quelque chose, je vais être dans les meilleurs. Donc voilà, je rentre dans un processus d'évolution parce que je fais bien mon travail, je suis bien. En fait, quand je suis rentrée chez McDo, je me suis un peu perdue, moi. Vie d'adulte, première peine de cœur, première relation. Et donc je rencontre, je vais pas donner de nom, etc. parce que ça sert à rien, mais ça a été une désillusion totale. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rentres dans ce secteur-là, McDo, je le vois un peu, alors j'ai eu de très très belles rencontres, des personnes avec qui aujourd'hui je suis encore en contact et que je suis très reconnaissante d'être rentrée au McDo parce que aujourd'hui c'est mes copines et je suis tellement heureuse de les avoir dans ma vie, mais vraiment. Alors pas tous, mais en dehors de ça, quand tu rentres dans un secteur comme ça, c'est très nocif, c'est toxique, parce qu'on est tous jeunes, tout le monde se mêle de la vie de tout le monde se permet de donner un peu son opinion, etc. Déjà, je me suis pleinement investie, parce que c'était vraiment pleinement investie dans cette relation, j'ai tout donné. C'est la première fois qu'on m'a brisé le cœur. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, je pense que vous avez compris la relation que j'ai avec mon père. À cette période-là, à ce moment-là, on a appris qu'il avait le cancer de la prostate. C'est le cancer de l'homme, de la cinquantaine. Mais ça a été une période très compliquée. Je me suis dit, je vais perdre mon repère, mon pilier. Et je me suis dit, si je perds ce repère, ce pilier-là,
il faut que j'arrive à en trouver un autre. Et je pense que c'est pour ça que je me suis totalement investie et livrée dans cette relation, ce que je n'aurais absolument pas dû faire parce que cette personne-là était totalement... Enfin, on était toxiques, je pense, l'un pour l'autre. Et surtout qu'on était toxiques l'un pour l'autre et dans un environnement toxique. Et moi, mon processus d'autodéfense, j'avais tellement peur de perdre mon père que du coup, je me suis éloignée. Je suis partie. Et comme une idiote, voilà, je suis partie chez ce garçon en question. Enfin... il avait une espèce de petite dépendance dans son jardin, du jardin de ses parents et tout. Et voilà, je me suis totalement livrée et investie dans cette relation. Et il m'a largué 2 fois, ce bâtard. Après la deuxième rupture, j'avais une copine aussi, enfin je pensais que c'était ma copine à l'époque, parce qu'elle m'appelait ma sœur, ma machin, ma truc et tout, qui travaillait aussi avec nous. Je sais pas, c'est vrai que dans le fond, on avait toujours cette compétition entre nous deux, parce qu'on avait 2 profils assez similaires. Elle s'intéressait à ce garçon, chose que j'ignorais, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Et j'ai appris donc plus tard, il se passait des choses entre eux, ou qu'il s'était passé des choses entre eux. Quand je regardais un peu, quand je faisais la temporalité des événements, c'était soit pendant qu'on était ensemble, soit quelques semaines après, mais peu importe, sans même m'en parler, encore tu m'en parles et tout, parce que je peux comprendre. Franchement, il y a des trucs qui se contrôlent pas, il y a aucun souci sur ça. Mais à partir du moment où on est copine, à mon des choses, c'est de m'en parler, pas que je la prenne genre 1 an après, dans la bouche de quelqu'un d'autre, que tout le monde, parce que comme je dis, le McDo, c'est un... Et tout le monde était au courant, si ce n'est moi. Et en fait, c'est là où ça crée 2 clans. Quand je l'ai appris, en plus, on n'était plus ensemble depuis un moment, mais je l'ai tellement vécu comme une trahison. Vous voyez, t'as une de tes très bonnes copines, parce que vraiment, c'était une personne que je considérais mais comme ma sœur. On finit très tard au McDo. On peut finir à 1h, 2h. Je l'attendais, même quand je finissais à 22h, je pouvais attendre des heures pour la ramener chez elle le soir, et puis après on parlait pendant des heures et des heures, jusqu'à 4, 5 heures du matin dans ma voiture. Bref, c'était vraiment toutes les peines qu'elle vivait, je le vivais aussi, et je l'ai vécu comme une trahison, vraiment, totalement. Et de l'apprendre surtout de la bouche de quelqu'un d'autre, je pense que ça a été le pire, je l'ai vu une humiliation. Et c'est que ça crée des clans, et que pour beaucoup, en fait, j'étais pas dans le vrai, j'étais pas dans le juste, que j'avais aucune raison de m'énerver, de mal le vivre, alors que jusqu'à aujourd'hui, hein, pour moi, il y a rien de normal. Il y a rien de normal. Voilà, donc ça a créé des tensions. Ma dernière année du McDo, elle était horrible. Parce que voilà, je voyais les gens qui se tournaient un peu contre moi, alors que je leur avais pas forcément fait grand chose, mais c'est que voilà, fallait prendre parti. J'étais dans une autre relation en plus en ce moment-là, qui se passait pas forcément très bien. Je pense qu'il avait ses propres démons. Il ne connaissait pas son père. C'était compliqué aussi avec sa maman, je pense. Il s'aimait très fort. Mais je pense que sa maman aussi avait ses propres démons. On a emménagé, voilà. Mais c'est vrai que, à titre d'exemple, tous les mois, par exemple, pour toutes les charges, loyer, électricité, nourriture, essence, parce que j'étais le taxi, essence, voilà, tout le comment on dit ça? Bref, tous les mois, il me donnait genre 200 € pour tout payer, donc c'est vrai que j'assumais tout le reste, et les autres ne le savaient pas forcément, donc quand ils ont su que je suis partie, parce que j'étais fatiguée d'endosser ce poids, j'avais que 20 ans, 21 ans, et j'étais fatiguée d'endosser ce poids-là de responsabilité, il fallait que je parte, et à chaque fois que je voulais partir, un jour il m'a dit je vais sauter, bref, plein de choses comme ça, des verres cassés, une fois je suis partie au McDo, j'avais un cocard, parce que voilà, ça c'est une dispute qui avait dégénéré, et des choses que les gens ne le savaient pas forcément, et que je pense que moi de mon côté j'avais pas les épaules pour supporter ces démons et ces addictions, et j'étais pas non plus la bonne personne du coup, parce que comme j'arrivais pas à le sortir de là, j'ai pas su l'élever, et je pense que c'est mon plus gros regret, mais il fallait que je parte de cette relation. Et en fait tout l'environnement McDo, tout cet environnement, c'était nocif, et un jour, à mes 22 ans, j'ai dit ok, c'est bon, j'arrête tout et je me barre. Mais vraiment, du jour au lendemain. C'est-à-dire que la veille, j'ai travaillé, le lendemain, j'ai dit, je n'y retourne plus. On s'est déjà séparés depuis quelques mois déjà avec cette personne, ça faisait 6 mois. Et j'ai rencontré donc Alexis, Tête de Chips. Quand j'ai rencontré Tête de Chips, je l'ai vu comme une délivrance. J'avais la sensation de revivre. Vous savez, quand une personne, elle te pousse vraiment vers le haut, et j'avais qu'une envie de quitter tout cet environnement négatif et nocif. En fait, je supportais plus l'alcool, les violences que je subissais. Et c'est que cette personne avec qui j'étais par le passé, elle pouvait être hyper gentille, mais après, une fois qu'elle était dans un bad, c'était fini. Et on avait des amis en commun qui ont pris en plus parti pour lui, parce que c'est moi qui suis partie. Il était triste. Et du coup, forcément, quand c'est la personne qui pleure, c'est la personne forcément pour laquelle on est plus compatissant. Et je pense qu'aussi les personnes avec qui on était, enfin en tout cas
l'ami en question que je vise qui a préféré qui a préféré prendre son parti, je pense qu'il l'a vu, qu'il était beaucoup plus fragile que moi. Et je pense que ça a été aussi le meilleur choix, en réalité. Parce que s'il était resté dans ma vie, j'aurais eu encore ce lien, cette attache avec le secteur McDo que je voulais totalement mettre de côté. Bien que j'ai gardé des amis qui aujourd'hui, c'est des personnes qui m'apportent totalement d'autres choses et avec lesquelles on n'est plus relié que par le McDo. Et je pense que c'est pour ça aussi que ces personnes-là sont restées dans ma vie. Moi, je rencontrais quelqu'un à côté et lui, derrière, il avait toujours ses démons, il avait toujours ses soucis, il était triste de la séparation. Une fois, je suis rentrée dans l'appartement, retourne. Quand je vous dis, mais c'était un boxon sans nom, c'était retourné, ça puait, l'alcool, la clope, la bœuf, tout ce que vous voulez. Et c'est là où j'ai pété un plomb en fait, parce que du coup, je m'étais dit, je vais pas partir comme ça du jour au lendemain pour le foutre dans la mer, parce que c'était une personne qui avait compté pour moi. Mais ce jour-là, ça a été trop. Et Tête de Chips, il m'a dit, c'est soit tu pars, soit nous deux, ça fonctionne pas. Sauf que Tête de Chips, je l'ai vu un peu comme... en fait, c'est une personne tellement positive. On était reliés par tellement de choses, par l'église. En plus, je m'étais éloignée de l'église à ce moment-là, de la chrétienté. Et avec lui, en fait, j'avais l'impression de revivre, de retrouver un second souffle, de me retrouver, moi. Et de ne plus être enfermée dans ces démons-là, parce que je suis vraiment dans une spirale où ma vie, c'était la fête, McDo, la fête, McDo, la fête, McDo. Et c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai rencontré Tête de Chips, je me suis retrouvée moi, je suis sortie de tout cet univers négatif et je me suis dit, je vais reprendre mes études. Donc voilà, tout s'est vite enchaîné plus ou moins parce que voilà, je me sentais bien en fait avec cette personne qui était juste saine, vous voyez. Donc j'ai repris mes études, on a emménagé assez rapidement, forcément on était aussi un peu plus âgés et bah t'as pas forcément de vivre ta relation avec tes parents, ce qui est logique. Tête de Chips il avait 25 ans, il finissait lui ses études par contre. Donc voilà, on a vite emménagé, on s'est engagé, le mariage, etc. Enfin bref, je suis tombée enceinte d'Eden et j'ai continué malgré tout mes études. Pendant ma grossesse, ça n'a pas été forcément facile, il fallait s'organiser, parce qu'il fallait que je passe mon diplôme quand même. Mais c'est vrai que quand t'es enceinte ou quand t'es jeune maman, le bébé ne fait pas la nuit, il faut réviser. Et comme je l'ai dit, toujours un seul objectif, être la meilleure. Donc moi, je voulais pas être juste moyenne, je voulais avoir mon diplôme, mais bien. Et donc voilà, c'était compliqué, il fallait que j'assume. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter qu'à là. Pourquoi je vais m'arrêter qu'à là? Donc je me suis pas arrêtée au BTS, ça a été compliqué déjà de passer le BTS, mais je me dis non, je vais continuer. Donc j'ai fait la licence. Et après je me suis dit, mais non, en fait, je vais continuer. Donc je suis allée jusqu'au master 1 et master 2, que j'ai validé haut la main les deux. En plus, il y a eu la période Covid, confinement, un enfant à gérer. Mais j'ai réussi. J'ai réussi parce que, comme je vous l'ai dit, par le passé, j'ai appris qu'il fallait pas que je baisse les bras. Je ne voulais pas. Il était hors de question que je baisse les bras pour quoi que ce soit. Et donc j'ai réussi à avoir tous mes diplômes. Et donc j'ai eu mes diplômes haut la main, je disais. Et j'ai essayé de trouver du travail parce que je me suis dit, voilà, pour ma famille, il faut que j'assure, quoi. Maintenant que j'ai mes diplômes, je me suis battue pour les avoir, pour une raison. Donc j'ai trouvé du travail. Je voulais m'orienter vers le community management, enfin j'étais dans le marketing. Et voilà, malheureusement, les portes ne sont pas... D'ailleurs, c'est à vos enfants, le marketing, c'est un secteur hyper bouché. S'ils veulent se lancer dans ça, réfléchissez à 2 fois. En plus, voilà, je vais pas mentir, j'ai aussi... Je vais pas mettre tout ça derrière ça, mais je pense que, voilà, je suis une femme noire, qui plus est, et les portes ne sont pas ouvertes aussi facilement qu'à d'autres personnes, et c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Mais voilà, malgré toutes mes démarches, tout le temps, mes entretiens se sont très très bien passés. Mais voilà, j'arrivais pas forcément à trouver ce dans quoi je souhaitais m'orienter. Je me suis dit, c'est pas grave, on m'ouvre pas les portes, mais moi je vais me créer ma propre expérience. Et c'est là où je me suis vraiment lancée pleinement sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, en plus, j'ai de la chance parce que mon agence m'a contactée à ce moment-là. Et je me suis lancée pleinement et investie dedans. Et c'est vrai que quand on me dit, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, hein, ouais, tu devrais trouver du travail, machin, vous voyez, il faut aller à l'école et tout. En fait, ça me fait doucement rire parce que je me dis, vous savez, je pense que j'ai fait preuve de tellement de résilience. J'ai repris mes études malgré les difficultés, avec un enfant à gérer, voilà, des loyers à payer, des bouches à nourrir. J'ai tout fait, j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai postulé, enfin, un nombre incalculable d'offres. On m'a pas ouvert les portes. Et aujourd'hui, voilà,
j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir vivre plus ou moins des réseaux sociaux. Je suis fière en fait, c'est pas comme si j'avais pas essayé et j'ai cette chance-là que d'autres n'ont même pas. Euh, et c'est pour ça que souvent, les gens, quand ils parlent, il faudrait peut-être tourner un peu. Et ça reste un métier à part entière. Là, vous voyez la vidéo que je suis en train de vous faire, là, ça fait. Il est midi. J'ai commencé à 10h. Après, j'ai monté. Je sais que je vais pas finir avant, je sais pas quelle heure du matin, parce que je vais le faire que ce soir, parce que j'ai mes enfants à gérer aussi. Voilà, c'est du travail. J'ai écrit aussi, il faut que chaque vidéo que je fais, vous vous rendez pas compte, mais j'écris des scénarios, ça peut prendre des heures et des heures, le temps que je les tourne, qu'on fasse les montages avec ma copine, ça prend énormément de temps. C'est de l'investissement. Le matériel là que vous voyez là, si vous voyez mon image, elle est nette. Vous pensez que ça m'a coûté 2 euros? Non, en fait c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est un travail à part entière. Et on s'en rend pas forcément compte quand on tombe sur une vidéo de 1 minute, on se dit, ah, vas-y, elle fout rien à part parler. Non, non, non. Cette vidéo de 1 minute, il faut savoir que c'est des heures de travail derrière. Et voilà, et c'est vrai que ça a été une période de déception. Je me suis dit, putain, mais j'arrive à rien en fait. J'ai repris mes études pour rien, j'arrive à rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de réussir un peu sur les réseaux sociaux a une fierté. Parce que je me suis créé mon opportunité. J'ai bossé, je bosse quotidiennement. Et malgré la déception, j'ai vu un peu un élan d'espoir et je suis très très fière de moi. Et surtout que c'est des moments de joie en fait que je partage, d'échanges avec vous. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. Moi, je prends énormément de temps à répondre à vos messages, à vous parler, à échanger. Et je peux passer 1 heure et demie juste à répondre aux messages, mais c'est 1 heure et demie que je passe pas avec mes enfants, mais je le fais avec plaisir parce que je suis contente en fait de le vivre avec vous. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que vous me voyez comme ça sur les réseaux, joyeuse, épanouie, parce que je suis... En fait, c'était tellement un long cheminement, un long parcours, qu'aujourd'hui, ça reste... c'est c'est ma vie, ma passion. C'est devenu une passion, en fait. Donc, je le fais avec tellement de bonheur. Il faut savoir que j'ai besoin de vous, du coup, pour continuer. Et j'en profite là pour un peu expliquer le travail de créateur de contenu. C'est que, voilà, aujourd'hui, tous les contenus que je vais créer, ne serait-ce que souvent, il y a des personnes qui me disent, hein, je l'ai vu, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à liker, j'ai pas pensé à commenter ou à partager. Mais il faut savoir que c'est vrai que juste un like, un enregistrement ou un partage, c'est la possibilité de nous être vus à plus grande échelle et un peu de reconnaissance, toi, de se dire voilà, mon travail ne sert pas à rien parce que forcément quand tu es vu par plus de personnes, tu as plus d'opportunités et c'est vrai que moi je pense en tout cas vous créez de la positivité et je suis pas là juste pour faire la belle et bien au contraire, je pense que vous voyez, là je suis un peu maquillée mais d'habitude c'est pas le cas et que je veux vraiment en fait c'est vraiment du partage que je veux faire avec vous et avec ma communauté et voilà donc c'est vrai que je le fais pour moi mais maintenant du coup c'est pour nous. Je pense que c'est plus ma chaîne Instagram, c'est plus mon compte Instagram, c'est notre compte Instagram, on le crée ensemble. C'est vrai que je vous propose des sujets, que vous me répondez, que j'essaie de faire des sujets qui vous intéressent, etc. Parce que le but c'est que ça vous plaise à vous et que ça vous divertisse vous et voilà, donc je voulais vous remercier pour ceux qui prennent à chaque fois le temps de m'écrire, de m'encourager, de liker, d'enregistrer, de partager. Vraiment ça m'aide énormément, je pense que vous l'avez compris, mais peut-être que là vous comprendrez un peu plus pourquoi ça me tient autant à cœur. Parce que voilà, c'est tout un investissement, c'est tout un cheminement, donc vraiment merci beaucoup et voilà, c'est la fin. Vous comprenez un peu qui je suis et pourquoi je suis. J'étais très contente de parler de moi à vous. J'espère que ce podcast vous plaira, que vous en apprendrez davantage sur moi et que vous comprendrez un peu la personne que je suis. Et voilà, j'ai hâte de continuer mon aventure avec vous. Bye bye. Non, pas bye bye, c'est nul comme fin ça. Bref, bonne bonne journée, bonne soirée, ça dépendra quand tu verras cette vidéo. Qui m'a pris du temps, j'ai même plus de salive. Bon allez, ciao.